Thomas Guénolé, lui aussi, est politologue, proche de Jean-Luc Mélenchon. Il est justement candidat aux élections européennes 2019 sur la liste de la France insoumise. Et pour commencer, nous allons lui soumettre le dessin de Loïc Schwartz, un dessin qui fait évidemment écho aux déboires judiciaires de la France insoumise et aux perquisitions qui ont été menées dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires, l'une portant sur des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen, l'autre concernant les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2017. Bonjour Thomas Guénolé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vois que ce dessin vous fait sourire. Attendez, mais il est très bon parce que je regarde les bouquins qu'il a, à part Proudhon, je les ai tous. Ah, mais il est renseigné, très bon. Non, mais comment il sait ça ? Sérieusement, ça ressemble. Après, je n'ai pas de caleçon France Insoumise, je n'ai pas non plus un t-shirt rouge et noir France Insoumise, donc j'oppose un démenti, ça c'est pas vrai. Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, il n'a pas du tout souri quand la police a débarqué à 7h du matin chez lui. Plus tard, il a même laissé éclater sa colère lors de la perquisition au siège du mouvement. Les images ont fait, évidemment, ces images ont fait le tour des médias. Une question toute simple pour commencer. Jean-Luc Mélenchon a-t-il pété un plomb? Alors je la pose un peu brute comme ça, mais est-ce qu'il ne s'est pas tout simplement laissé déborder par ses émotions sur le moment? Non, il s'est mis en colère. La colère est humaine, vous voyez ? Et ce qui s'est passé simplement, c'est que dans le contexte de ce qui s'est produit à ce moment-là, sa réaction a été la colère par rapport à ce qui se passait vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de gens qui travaillent autour de lui. Et donc sa colère n'éclate pas au moment où il y a une perquisition à son propre domicile. Sa colère éclate une fois qu'il réalise qu'en réalité, tout autour de lui, des membres de ses équipes sont en train de subir ces choses-là, des choses assez dures, on en a suffisamment parlé. Et donc c'est une colère dont le moteur est la protection des gens qui sont autour de lui. Mais est-ce que ça suffit finalement à justifier son attitude, cette agressivité par rapport aux policiers, aux procureurs qui étaient sur place? Vous approuvez? La question n'est pas d'approuver ou de désapprouver une colère. Une colère est une réaction qui appartient à chacun. Et cela étant, je note que on apprend à cette occasion, on a confirmation que Jean-Luc a le caractère suffisamment bien trempé pour, s'il est président de la République, tenir tête à Merkel, tenir tête à la finance, tenir tête aux oligarques. Manifestement, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas marcher dessus. Et permettez-moi une remarque, il y a une partie de la population substantielle qui a désapprouvé cette colère, et je respecte ce désaccord, mais il ne faut pas sous-estimer qu'il y a aussi toute une partie de la population qui s'identifie au fait de ne pas se laisser marcher dessus quand il y a une descente de police. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont subi des perquisitions et où ce n'est pas toujours fait dans le respect des droits des gens. Et donc le fait de ne pas se laisser faire et de dire « vous me laissez rentrer », etc., c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, il faut le savoir. Alors ça parle peut-être à beaucoup de gens, mais sa cote de popularité a quand même accusé le coup. On va le voir dans un sondage, le baromètre Ipsos, son niveau de popularité est au plus bas depuis 2011. Il chute de 7 points. On le voit dans les images avec des militants forcer le passage, toucher des policiers, tout en affirmant que ceux-ci n'ont pas le droit de le toucher. Oui, quand même. Mais que sa personne est sacrée. C'est vrai. Et ces actes, ces mots-là prononcés. Excusez-moi, juste, je voudrais vous faire une réflexion là-dessus. C'est pas sa personne en tant que Jean-Luc Mélenchon qui est sacrée. C'est en tant que parlementaire, il est sacré. C'est un héritage en France de la Rome antique. À l'époque, il y avait les tribuns du peuple, et parce qu'ils défendaient la cause du peuple, ils étaient dans les institutions de la République romaine antique, ils étaient sacrés. Et cette sacralité, vous l'avez encore aujourd'hui avec les parlementaires, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de faire aux parlementaires, non pas parce qu'ils sont sacrés en tant qu'eux-mêmes, mais parce qu'ils sont sacrés en tant qu'élus de la République. Donc, malgré tout, cette séquence-là, elle a quand même abîmé son image. Et peut-être celle du mouvement des Insoumis, quand on le voit justement un peu bousculé quand même, notamment le procureur. Quand vous regardez le déroulé de la perquisition, vous constatez qu'en fait, il y a un problème de tension réciproque. Et je note qu'on n'insiste pas, ou en tout cas pas assez, sur le problème de tension réciproque. C'est-à-dire que vous avez des policiers qui se sont comportés de manière agressive, vous avez des gens chez nous qui, par la suite, ont porté plainte pour coups et blessures. Et donc, c'est pas juste le terrible Jean-Luc Mélenchon s'est comporté comme ceci, comme cela. Non, c'est la perquisition s'est passée dans un climat qui était mutuellement tendu. Et par ailleurs, excusez-moi, il ne faut pas délirer, on n'a frappé personne. Alors pas facile quand même pour le leader de la France insoumise de se retrouver dans le collimateur de la justice, d'accepter que l'on enquête sur ses agissements. On va le voir dans ce reportage.
Les assistants parlementaires européens... À l'Assemblée nationale, la France insoumise n'était pas prête à désarmer. Qui peut accepter ici que l'on saisisse des fichiers de sympathisants, de militants, hors de tout cadre légal? J'ai vu des images dont je veux vous dire, monsieur le député, qu'elles m'ont choqué. Les images que j'ai vues étaient d'une très grande violence à l'égard de fonctionnaires de police qui exerçaient leur mission. Des images choquent, mais le patron de la France insoumise assume la méthode. Je ne suis pour l'instant accusé de rien. Donc il était tout à fait disproportionné de nous traiter comme un gang de malfaiteurs. Jean-Luc Mélenchon s'insurge. Pourtant, pendant la campagne présidentielle, il tenait un autre discours lorsque François Fillon et Marine Le Pen faisaient l'objet d'une enquête et dénonçaient une justice aux ordres. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont bonne mine, les défenseurs du parti de l'ordre, de la justice. Et voilà, celui-ci qui ne veut répondre de rien, qui appelle à l'émeute contre la justice. L'autre, Madame Le Pen, qui refuse les convocations et montre du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter. Ils ont bonne mine. C'est la décadence de la Ve République. Aujourd'hui, interrogé sur ses déclarations, il fait mine de ne pas comprendre la question. Quand vous disiez sur la Croix il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République. Hein? Parce que, et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, non mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Dans son ensemble, la classe politique, à l'exception du Rassemblement national, condamne l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Je sais, Madame la Ministre... Thomas Guénolé, vous êtes co-responsable de l'école de formation politique des Insoumis. On y apprend notamment la relation avec les médias. Avez-vous parlé à Jean-Luc Mélenchon de cette séquence un peu désastreuse là, de ces 2 dernières semaines? Et est-ce que quelqu'un le conseille finalement? Plusieurs journalistes, depuis que je suis engagé à la France Insoumise, m'ont demandé la nature de mes relations avec Jean-Luc. Est-ce qu'on se parle souvent? Quand on se parle, on se dit quoi? Et ma réponse est toujours la même. Je ne réponds pas à ces questions. Personne ne le conseille? C'est pas ça. Je vous dis, je ne réponds jamais à ces questions-là parce que ce qu'on se dit avec Jean-Luc reste entre Jean-Luc et moi, quel que soit le sujet, même si c'est pour me demander l'heure. Alors Jean-Luc Mélenchon a quand même toujours une manière assez agressive finalement de communiquer avec les médias. On l'a vu mercredi dernier encore au Parlement européen à Strasbourg. Voilà, si vous me détestez, je peux le comprendre car je vous le rends bien. Est-ce que c'est une stratégie de communication volontaire, c'est-à-dire une sorte d'invective, d'agressivité, mais comme un mode de communication qui permet de mieux se faire entendre? Alors je récuse le toujours et je récuse agressivité. C'est conflictualité, ce qui n'est pas la même chose. Nous considérons que les médias de masse, en particulier audiovisuels, pris dans leur globalité, on ne généralise pas, mais si on prend dans l'ensemble, constituent ensemble ce que nous appelons le parti médiatique, qui est un relais de l'idéologie dominante. Et donc, nous les considérons comme un adversaire politique, pas comme un ennemi, comme un adversaire politique. Par ailleurs, notre adversaire politique, en l'occurrence, c'est le parti médiatique en tant que système, et ce n'est en aucun cas, comme je l'entends souvent, les journalistes. La grande masse des journalistes, c'est des gens qui sont dans des situations, des conditions de travail de plus en plus précaires, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe dans leur rédaction, c'est un métier dans lequel il y a énormément de souffrance. On peut aussi parler dans l'audiovisuel de la situation des intermittents du spectacle, et quand vous mettez tout ça bout à bout, la grande masse des journalistes, nous sommes de leur côté. Nous sommes de leur côté. Il y a un certain nombre, par exemple, il y a des projets dans le service public audiovisuel, des projets de fusion de rédaction pour baisser les coûts, pour réduire les postes ou pour fermer telle ou telle antenne territoriale. En ce qui concerne ces choses-là, nous sommes du côté des journalistes qui sont précarisés par ces mesures. D'ailleurs, ça concerne, permettez-moi de le dire, ça concerne France 3. On va avoir l'occasion de revenir sur les aspects économiques du programme de la France Insoumise. Mais on va faire d'abord un petit détour du côté de Concarneau. Le 4 novembre prochain, vous le savez, c'est le départ de la route du Rhum. Alors cette fois-ci à Saint-Malo, évidemment. Plus d'une centaine de bateaux vont traverser l'Atlantique pour rejoindre la Guadeloupe. Alors cette semaine, notre séquence terrain politique s'intéresse à un skipper, Roland Jourdain, double vainqueur de la route du Rhum. Il est entré en politique en 2015, devenant élu au Conseil régional. Cette semaine, direction Concarneau, le port d'attache de Roland Jourdain. C'est à côté des célèbres chantiers Piriou que le skipper a installé sa ruche, comme il l'appelle. Bonjour Roland. Bonjour. Un lieu où l'on parle course au large, où l'on réfléchit à des matériaux respectueux de l'environnement, où de jeunes ingénieurs pensent à un monde meilleur et où l'on cherche des fonds pour porter tous ces projets. On n'est jamais bon tout seul, mais on le vérifie en course au large. Je crois que le peu de moments sur un projet très long
où on se retrouve seul sur son bateau. On le doit à la force d'une équipe, on le doit à l'intelligence collective. Au milieu de cette ruche, l'emploi du temps de Roland Jourdain est rythmé. Ce matin-là, il nous emmène au large, suivre un entraînement d'IMOCA avant la route du Rhum. Cette année, il ne participe pas à la mythique course, mais donne quelques conseils à Boris Herman, l'un des concurrents. Alors j'aimerais maintenant qu'on est là, parce qu'après tout c'est le lieu, qu'on regarde une vidéo que j'ai là. 3 heures plus tard, épuisé dans la nuit antillaise, Bilou sort enfin de l'ombre. Des fois, il y a la petite étoile qui est là, et cette fois-ci, je l'ai sentie. Souvenir. C'était ma première grande victoire en solitaire. Donc cette route du Rhum-là, elle m'a fait énormément de bien à nous tous, à toute l'équipe. Bref. Et puis 4 ans plus tard, il y a eu une victoire. Remettre ça 4 ans plus tard, ouais. Ouais, des fois c'est bon. Est-ce qu'aujourd'hui, ce nom-là, Roland Jourdain, ça peut aussi permettre de faire avancer d'autres causes? Oui, ouais, faut pas le nier que la notoriété, ça aide à faire des choses, à ouvrir des portes. Ce que j'ai envie de défendre en tous les cas, c'est le fait que on vit tous sur une planète qui est bleue ou verte. Alors en breton, ça tombe bien, on a le même terme, ça s'appelle glace. Et que les choses sont toutes intimement liées, quoi. Ce qu'on appelle l'écosystème, c'est que l'être humain, il en fait partie. Et que la notion de dire que l'homme, il est au-dessus de tout, et non, je pense que c'est bon, on a fait assez de conneries comme ça, on le sait, quoi. Faut pas chercher midi à 14h, juste du bon sens, quoi. Et c'est ce bon sens que Roland Jourdain veut porter. De retour à terre, il nous entraîne dans son atelier. Nous y rencontrons Corentin de Châtel-Perron. Le jeune ingénieur fait une pause avant de prolonger son expédition nomade des mers. Un tour du monde en autonomie sur un catamaran, d'où il ramène de nombreuses idées simples et écologiques. À Dakar, on a fait une éolienne qui est faite avec des moteurs d'imprimante recyclés en fait. Donc pour moins de 5 €, on peut faire une éolienne pour recharger un téléphone ou un truc comme ça. L'idée, c'est d'aller découvrir dans le monde entier des choses qu'on peut appliquer chez nous et qu'on peut donner aux autres. Cet engagement dans la recherche, son nom de skipper aussi, ont valu à Roland Jourdain d'être appelé par Jean-Yves Le Drian en 2015 pour rejoindre l'équipe régionale. Un bon skipper, c'est quelqu'un qui a une vision, qui sait déléguer, qui sait donner la confiance aux autres. Et Jean-Yves Le Drian, pour moi, c'est vraiment ça. Donc je suis vraiment ravi. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette aventure? Pourquoi la politique? Mais que diable est-il allé faire dans cette galère? Franchement, honnêtement, je ne sais pas ce que j'apporte. Parce que je me sens encore pas compétent, mais bon, bref, j'apporte ce que je suis, pas plus, pas moins. Bon, mais finalement, avec un petit peu de recul, tout ça sert au territoire, enfin tout ça sert à la vision que je me fais du vivre ensemble dans un coin géographique, on va dire. Car identité et projet. Après quelques mois passés comme élu au conseil régional, Roland Jourdain a failli jeter l'éponge. Finalement, il continue d'apprendre à naviguer dans ce nouveau monde. Car il sait que c'est aussi par là que doivent voyager les bonnes idées ramenées du grand large pour atteindre chaque citoyen et un jour peut-être être mises en œuvre à plus grande échelle. Thomas Guénolé, on vient d'entendre dans ce reportage Roland Jourdain s'exclamer « Que diable allez-vous faire en politique ?» Je vous renvoie la question « Que diable allez-vous faire en politique ?» C'est simple, à un moment j'ai estimé qu'il était nécessaire de s'engager par rapport à l'urgence écologique. Je vois que nous avons ça en commun par rapport à l'interviewé, par rapport au niveau spectaculaire d'injustice sociale qu'on a atteint et par rapport à ce qui me semble être un manque de démocratie dans ce pays, c'est-à-dire la verticale, le fait de se prendre pour le roi de France ou pour le Jupiter, ça va bien 5 minutes, c'est un fantasme qu'on peut avoir à 16 ans, mais a priori, à l'âge adulte, on doit arrêter de se prendre pour le roi de France ou de vouloir l'être. Et donc la question, c'est d'arriver à atteindre le plus vite possible une démocratie beaucoup plus directe, une économie, une société même qui soit intégralement écologique, parce qu'il y a urgence par rapport à la destruction de l'écosystème nécessaire à la survie de l'humanité. Et le niveau d'injustice sociale est devenu, déjà depuis longtemps, mais ça s'aggrave encore, tout à fait inacceptable. Il n'est pas question de la guerre de ceci, le conflit de cela, etc. C'est la question de la justice. C'est la question de la justice. En juin prochain, ce sont les élections européennes. Pour l'instant, les sondages placent la France insoumise en 4e position derrière la République en marche, le Rassemblement national et les Républicains. Comme à la présidentielle, finalement. Comment est-ce que vous comptez mener campagne pour conquérir de nouveaux électeurs en Bretagne? Alors, effectivement, parmi les candidats aux élections européennes, moi je suis candidat référent pour Bretagne plus Pays de Loire. Et ce qu'on a l'intention de faire, c'est que nous ne serons pas focalisés dans cette campagne sur ce que nous avons envie de traiter, ce que nous avons envie de dire. Nous serons focalisés sur les problèmes qui préoccupent les Bretons.
Donc, parce qu'il y a des problématiques qui se posent plus spécifiquement en Bretagne que dans d'autres endroits. Alors justement, on va commencer par une problématique. Il y a des signaux inquiétants quand même, hein, notamment pour l'agriculture. On parle de réduction du budget de la PAC. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ce que nous allons porter au Parlement européen, c'est une proposition de nouvelle politique agricole européenne. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que les agriculteurs, et en Bretagne, c'est pas rien, les agriculteurs, plus tous les métiers qui dépendent indirectement de l'agriculture, le problème qu'ils ont, c'est que la PAC est devenue un système sans quota. Et donc, ça lance, en pleine situation d'ailleurs de tension écologique sur les ressources, ça lance une course obligatoire au productivisme, et en plus de ça, à la quantité la plus élevée possible, alors même que quand vous le faites, ça fait par ailleurs baisser vos prix. Et donc, les agriculteurs, en particulier les petites et moyennes exploitations, n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et pourtant, ils travaillent dur. Et donc, nous, notre proposition, c'est la protection. Le protectionnisme agricole. C'est-à-dire, on met en place des barrières tarifaires sur des critères écologiques qui permettent de rendre, dans le marché européen, l'agriculture française en particulier, mais d'autres formes d'agriculture aussi, plus compétitive au niveau des consommateurs, parce qu'à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas lutter contre les produits, par exemple, qui viennent du Brésil, qui font du dumping écologique et social absolument épouvantable. Et en même temps, parce qu'il y a aussi la préoccupation de la qualité de ce qu'on mange, il y a l'idée d'en profiter, puisqu'on sera dans un espace, un marché agricole véritablement protégé. On pourra en profiter pour aller vers le manger mieux, c'est-à-dire la qualité de l'alimentation, c'est-à-dire une agriculture paysanne et écologique. J'ajoute d'ailleurs que ce serait une agriculture qui nécessiterait beaucoup plus d'emplois qu'à l'heure actuelle, et donc ça ferait aussi nettement baisser le chômage par le fait d'avoir beaucoup plus d'agriculteurs. Vous avez parlé d'écologie, parlons d'écologie justement. On a le développement des énergies renouvelables, les éoliennes en mer, la Bretagne qui se lance sur les énergies marines. C'est quelque chose que vous avez envie d'accentuer? La Bretagne, à l'heure actuelle, qui se lance dessus, oui et non, parce que, par exemple, vous avez des énergies renouvelables en utilisant l'énergie de la mer, qui était, par exemple, testée sur l'île d'Ouessant, et finalement, ils ont arrêté. Vous avez d'autres projets comme ça, où ça a l'air de démarrer, mais finalement, pas vraiment. Et le Conseil régional, c'est pas contre lui. Ils essayent de faire des trucs en matière d'énergie renouvelable, mais en termes d'investissement, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui serait nécessaire. Donc, ce que nous, on propose, c'est un programme de transition écologique européenne, c'est-à-dire le but le plus vite possible, parce qu'il y a une urgence. Une urgence. Il faut que les gens entendent qu'on est en train de bousiller l'écosystème nécessaire à la survie de l'humanité. Donc c'est un suicide collectif. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver progressivement à 100% de renouvelables. Donc ça veut dire, on doit dépenser un pognon de dingue dans la recherche sur les énergies renouvelables, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas encore faire. On doit lancer, en particulier en Bretagne, un vaste programme d'économie de la mer, focalisé notamment sur les énergies renouvelables marines. Je vous rappelle que l'économie de la mer, c'est déjà 10% des emplois en Bretagne. Et on doit aussi organiser progressivement le fait de systématiquement remplacer les énergies fossiles et les énergies non renouvelables en général par de l'énergie renouvelable. Et la Bretagne est un territoire particulièrement efficace pour ça. Thomas Guenelon, on va passer à la séquence décryptage de Romain Pasquier. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc on va parler justement des élections européennes de juin prochain, mais avant cela, un petit clin d'œil concocté par la rédaction de Brut, partenaire de France Télévisions. Vous allez voir, l'absentéisme au Parlement, un mal français, eh ben non, c'est un mal européen. Regardez. Le Parlement européen est ridicule. Nous ne sommes pas ridicules. La parola al Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Parlement européen est ridicule. Très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine d'être en salle. Mais le fait qu'une trentaine de députés assis à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Et je voulais le dire aujourd'hui. Si M. Muscat était Mme Merkel, difficilement imaginable, ou M. Macron, plus imaginable, we would have a full house. The Parliament is totally ridiculous. I want to pay tribute. La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, Monsieur le Président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais ce n'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît. There are only few members in the plenary to control the Commission. You are ridiculous. I wanted to pay tribute to the Maltese. Signor Presidente, je vous en prie d'utiliser un langage différent. Nous ne sommes pas ridicules. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous en prie.
I will never again attend a meeting of this kind. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, on vient de le voir, hein, les chaises sont vides et pourtant des femmes et des hommes sont élus. Et de ce côté-là, il y a du changement l'an prochain avec le retour de listes nationales pour ce scrutin. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on prend acte de la nationalisation des élections européennes. Hein. C'est une tendance déjà assez longue. Même lorsque l'on avait des circonscriptions interrégionales, les enjeux européens étaient assez peu présents. Hein. C'est souvent des élections qui ont été nationalisées par les partis politiques. Et l'enjeu régional, l'enjeu local, on le retrouve plutôt dans des débats en commission parlementaire lorsque des députés européens cherchent à défendre, par exemple en Bretagne, des questions sur la pêche, des questions sur l'agriculture. Mais les élections européennes, le moment électoral européen, il a été très largement capté par les enjeux nationaux jusqu'à présent. Donc la dimension générale disparaît finalement, l'Europe risque de sembler encore plus éloignée, non ? Oui, alors elle l'est quand même déjà très fortement. Hein, ce sont des élections qui intéressent peu les Français, qui intéressent assez peu les Européens. On a du mal à se saisir des enjeux de politique européenne. On a du mal effectivement à faire le lien entre la proximité et les capacités d'action de l'Union européenne. On le voit sur l'agriculture, on le voit sur le développement régional, sur la pêche. Ce sont plutôt des publics sectoriels qui s'intéressent à ces questions et pas le grand public. Donc là, effectivement, on a un vrai risque. En même temps, il y a peut-être une chance, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un durcissement du clivage entre, pour le dire très vite, les eurosceptiques et les europhiles. Il est possible que ce clivage réactive un peu de mobilisation politique. Donc si on a un peu d'ambition pour les élections européennes, on peut se dire que ce nouveau clivage peut mobiliser un peu davantage en juin prochain. Alors nationaliser cet enjeu avec une stratégie, quelle stratégie finalement ? Quel va être le cœur de cette campagne ? Bon, ça va dépendre, je pense, des formations politiques. Hein. En tout cas, Emmanuel Macron a l'air de vouloir accentuer entre deux fronts. Je pense qu'il a la volonté de cliver, il a la volonté de politiser ces élections entre les europhiles et les eurosceptiques, entre ceux qui croient encore au projet européen et ceux qui aimeraient l'aménager ou qui aimeraient carrément le jeter aux oubliettes. Donc effectivement, cette politisation peut mobiliser. Après, on va voir si ailleurs en Europe, mais on l'a vu avec Viktor Orban, il y a effectivement aussi du côté des populistes, du côté de ceux qui doutent du projet européen, la volonté d'en découdre. Donc ça, c'est un... Alors, on peut craindre pour l'Europe. En même temps, c'est peut-être une chance d'éclaircir le débat et de trancher une bonne fois pour toutes. Thomas Guénolé, la France insoumise, vous êtes plutôt dans le camp des progressistes d'Emmanuel Macron ou celui des populistes du Rassemblement national ? Emmanuel Macron n'est pas progressiste, il est de droite, il fait une politique économique de droite, une politique antisociale de droite, et sur sa politique d'immigration, elle a été approuvée par le vice-président du Front National, Louis Alliot. Donc je ne vois pas ce qu'il y aurait de gauche chez Emmanuel Macron. Vous ne reconnaissez absolument pas dans ce clivage-là. Mais plus simplement d'ailleurs, de dire qu'à côté il y aurait les nationalistes. La France insoumise n'est pas nationaliste, elle est internationaliste, ce n'est pas du tout la même chose. La preuve, nous avons une grande coalition avec d'autres alliés pour proposer une nouvelle Europe. On a de temps un nouveau traité européen. Je voudrais réagir à ce qu'a dit mon collègue, parce que nous sommes, ça vous l'avez rappelé. Oui, quelques points brièvement. D'abord, sur le fait qu'en Bretagne, il y a surtout pêche, agriculture. Il y a au moins deux autres sujets qui sont posés. Il y a la question des chantiers navals qui sont laissés, abandonnés par les pouvoirs publics. Et là, il y a un vrai souci, parce que c'est vraiment énormément d'emplois en Bretagne. Et donc, il y a véritablement à avoir une politique maritime à l'échelle européenne qui soit une politique de développement et non pas une politique de mise à l'encan. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et il faut, sur l'idée que l'Union européenne serait trop éloignée de nous et que finalement ça ne nous concerne pas, je voudrais vraiment faire comprendre aux gens qui nous regardent à quel point il y a un lien entre ce qui se passe au niveau de l'Union européenne et les problèmes qui se posent en Bretagne. Je vous prends deux exemples très brefs. Un, sur la santé. Ce qui se passe par exemple à Guingamp avec la maternité qui est menacée de fermeture, ou ce qui se passe à Saint-Brieuc avec l'hôpital où la situation d'austérité est tellement grave que vous avez une démission collective des médecins. L'austérité nous vient pour la santé d'obligations venant de la Commission européenne et il faut changer ça. Et sur les services publics avec les écoles, les
classes qui ferment un peu partout en Bretagne. Il faut, je pense, avoir ça à l'esprit. Ou les agences La Poste qui ferment un peu partout. Le souci, c'est que ça vient derrière de l'austérité imposée par la Commission européenne. Et donc, il faut passer à une Europe qui investit dans les services publics au lieu de les saigner. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous avais promis de faire court. Une petite dernière question, finalement. Est-ce que ces élections, ça sert à recycler aussi ? Beaucoup. Et puis, surtout, à rétribuer des militants méritants. Thomas Guénolé en est un bon exemple. C'est-à-dire qu'au Parlement européen... Pardon monsieur, mais je vous arrête tout de suite. Je ne vous laisserai pas dire que ça sert à récompenser des gens. C'est un engagement sur un mandat. Moi, je suis militant et quand je vais à une élection, c'est pour porter des convictions, c'est pas pour aller à la gamelle. Très très bien. Mais donc, il y a effectivement des rétributions du militantisme dans les élections européennes. On en voit souvent les seconds, troisièmes couteaux. Ça se passe dans tous les pays européens. Ça a été très bien documenté par les études européennes. C'est un vrai problème du Parlement européen. C'est-à-dire que ceux qui sont très engagés en première ligne dans les débats politiques nationaux, on les retrouve peu au Parlement européen. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est un second couteau, puisqu'il a été député européen, si je suis votre raisonnement. Il a été sénateur aussi depuis 30 ans. Oui, mais on est bien d'accord. Donc dire que c'est des seconds couteaux, c'est largement abusif, excusez-moi. Merci, et c'est pas sympa pour eux en plus. Merci messieurs, cette émission est déjà terminée. Merci à tous deux d'avoir participé, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez bien sûr revoir l'émission sur notre site internet. On attend également vos réactions sur les réseaux sociaux. À suivre le journal de la mi-journée présenté par Stéphanie Labrousse. Merci pour votre fidélité et bon week-end à tous.